Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver ici dans le cadre du Salon de l'Agriculture à la Porte de Versailles à Paris. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jean Jouzel. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes climatologue, glaciologue, on vous a connu au sein du GIEC et aujourd'hui vous êtes à l'Académie d'Agriculture. Donc voilà. l'agriculture, ça vous parle parce que votre frère est éleveur ? Oui, éleveur, je vais toujours dans cette ferme où je suis né il y a maintenant 72 ans, voilà presque. Bon. Juste à vos côtés, Paul Ariès. Alors Paul Ariès, décroissant parmi les décroissants ? Oui, et écologiste avant tout. Écologiste avant tout. Mais alors, il y a vraiment des gens que vous n'aimez pas du tout, c'est les véganes. Ah, effectivement, vous avez raison, parce que tout simplement, ils ont tout faux et qu'on se trompe beaucoup sur leur discours, puisqu'on croit qu'ils sont des écolos, voire des super écolos, et les végans haïssent l'écologie et les écologistes, et on verra pourquoi. Bon, on aura l'occasion d'en parler, puisque vous sortez un livre qui s'appelle Lettres ouvertes aux mangeurs de viande qui souhaitent le rester sans culpabiliser. Pourquoi les véganes ont tout faux. À mes côtés, Patrice Moyon, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes éditorialiste à Ouest France. On a l'occasion d'animer des débats ensemble, mais là, je vais vous poser quelques questions sur une illustration du réchauffement climatique que vous avez pu observer en Afghanistan, puisque vous allez régulièrement dans ce beau pays. Exactement. Beau pays, mais violent. Alors, attachant. Jean Jouzel, une question. Ce soleil-là, il fait beau, c'est le réchauffement climatique ou c'est juste un mois de février agréable ? C'est un mois de février agréable d'abord bien sûr, et ça s'inscrit quand même dans ce réchauffement des hivers en moyenne. Les hivers se réchauffent. Dans ma jeunesse bretonne, l'hiver 63 était 3 à 4 degrés plus froid que l'hiver qu'on a aujourd'hui, et en moyenne, les hivers se sont réchauffés au cours des 50 dernières années de plus de 1 degré, de près de 1,5 degré. Nous avons vécu ça se traduit par moins d'enneigement. Il y a toujours des hivers rigoureux, mais de moins en moins fréquemment, et ça va se poursuivre, c'est-à-dire que les hivers vont devenir de plus en plus doux. Il faut abandonner cette idée qui circule quelquefois que le réchauffement, ce sont les étés, que les hivers deviendront plus froids. C'est complètement faux. Les hivers également se réchauffent, un peu moins que les étés, mais c'est un réchauffement à la fois global et de toutes les saisons. Est-ce que vous n'êtes pas un peu déprimé? On a l'impression que le réchauffement climatique, tout le monde s'en fout là aujourd'hui. Dans la politique, les gilets jaunes, il n'y a que les jeunes qui sont sensibles à ça. Oui, c'est vrai que j'ai un peu regretté. Par exemple, au moment de la marche de climat, on a très peu parlé de la marche du climat, on a beaucoup parlé des gilets jaunes, peut-être trop. Franchement, je crois que le climat mérite beaucoup d'attention et c'est aujourd'hui, c'est notre action d'aujourd'hui, les prochaines décennies, qui doit décider du climat, même pas des générations futures, des jeunes d'aujourd'hui. Et c'est bien cela qu'on a en main, et je crois que, d'ailleurs je suis assez attentif à l'intérêt que commencent à porter les jeunes générations à ce problème de réchauffement climatique, parce que c'est eux qui en subiront les conséquences les plus importantes si on ne fait rien aujourd'hui. Vous avez mis en place un pacte. Est-ce qu'Emmanuel Macron vous suit ou pas? Alors ce pacte, oui, il doit aussi beaucoup à Pierre Laroutourou, beaucoup d'autres. Je me suis impliqué auprès de Pierre Laroutourou. On a eu bien sûr beaucoup de soutien, y compris de Ouest France. Patrice est là, donc c'est très bien, mais on essaye de continuer. Donc l'idée du pacte, ça part d'un constat très clair que si on veut réussir la transition énergétique au niveau de la France, on parle maintenant de neutralité carbone à l'horizon 2050, au niveau de l'Europe, eh bien il faut investir massivement. Au niveau de l'Europe, la Cour européenne des comptes nous parle de plus de 1000 milliards chaque année. Alors pas 1000 milliards additionnels, mais disons pour faire simple, ce sont 2% supplémentaires, grosso modo, dans chaque pays du PIB, c'est-à-dire 45 milliards pour la France qu'il faudra investir pour réussir cette transition. Paul Ariès, ce constat un peu de désengagement climatique. Mais je crois qu'on ne peut que le partager. Globalement, le problème, c'est qu'on est face à un réchauffement. On serait face à un refroidissement, peut-être que les gens réagiraient davantage. C'est-à-dire que je crois qu'il y a aussi une responsabilité dans le traitement médiatique. C'est-à-dire qu'on va effectivement déplorer dans la partie du journal le réchauffement et immédiatement après, lorsqu'on fait la météo, on dit c'est bien, il fait chaud. Et puis je crois surtout que, moi ce qui me donne de l'espoir, c'est que si les plus riches aujourd'hui bousillent la planète, eh bien je crois qu'il y a un réservoir de style de vie, de mode de vie, notamment au sein des milieux populaires. Et je suis convaincu que Jean Jouzel sera d'accord avec moi pour dire qu'il ne faudrait surtout pas opposer la marche pour le climat et puis y compris le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, sans doute, effectivement, ne tiennent-ils pas un discours écolo, mais ils n'aspirent pas non plus à vivre comme des riches, à prendre l'avion tous les mois. Ils aspirent tout simplement à vivre bien. Alors après, il faut bien sûr définir ce qu'est se vivre bien. Moi, je suis convaincu que la planète est déjà bien assez riche pour permettre effectivement de vivre bien à 7, 8 ou 9 milliards.
Oui, la principale conséquence du réchauffement climatique, c'est le risque d'accroissement des inégalités, y compris dans les pays riches. Ça, c'est très important. Quand on regarde dans leur ensemble, non pas une par une les conséquences, et effectivement, il ne faut pas opposer, disons, les gilets jaunes et le mouvement, disons, la nécessité pour moi de lutter contre le réchauffement climatique. Mais il faut, je crois quand même, disons, mettre en place une fiscalité écologique intelligente. Et si elle est intelligente, elle doit répondre à deux critères. Le premier, c'est justement d'avoir des mécanismes de compensation, d'être juste, c'est très clair, et que les gens sachent à quoi elle sert. Donc c'est ça. Et en France, nous n'avons pas réussi. Aucun de ces deux critères n'est respecté dans la mise en place, n'a été respecté dans la mise en place de la taxe carbone. Donc c'est un peu ça qu'on peut regretter. Alors, Patrice Moyon, vous connaissez bien l'Afghanistan, c'est un pays qui vous intéresse, c'est un pays où vous connaissez notamment la famille du commandant Massoud. Racontez-moi un peu. Alors, l'Afghanistan, je trouve que c'est un pays fascinant, c'est une vieille culture, mais aujourd'hui, c'est un pays où on peut voir déjà les effets du réchauffement climatique. Moi, je pense à une rencontre avec Abdullah Abdullah, qui est le Premier ministre, à Kaboul, à l'automne. Et il me disait, mais notre pays souffre déjà des conséquences du réchauffement climatique. On voit arriver à Kaboul une ville qui a été conçue pour 500 000 habitants, qui en compte aujourd'hui 5,5 millions, avec une seule station d'épuration et encore qui ne fonctionne pas. Il dit, je vois arriver chaque jour des éleveurs, des agriculteurs chassés par la guerre, mais aussi chassés par les conséquences du réchauffement climatique, parce qu'on manque d'eau. Et autour de l'Afghanistan, tous les pays de l'Asie du Sud sont menacés effectivement par cette question du réchauffement climatique. Donc l'Inde, par exemple, le Bangladesh. Donc oui, c'est une vraie réalité. Oui, c'est une vraie réalité. Disons, le record de température, je crois que c'est 54 degrés, a été battu en Afghanistan l'an dernier, je pense. Donc c'est vraiment un des pays qui souffre et qui est très fragile parce que l'économie est extrêmement fragile. Si on combine une augmentation des températures, une diminution des précipitations, il y a aussi une augmentation de l'évaporation et la disponibilité de l'eau est un véritable problème dans ces régions. Et on est ici au Salon de l'Agriculture et cette fracture climatique, elle va toucher effectivement les populations agricoles, les petits villages un peu partout dans le monde. Racontez-moi un peu, quand vous allez là-bas, qu'est-ce que vous faites ? Écoutez, moi ce qui m'intéresse en Afghanistan, c'est de comprendre ce qui s'y joue et puis d'aller à la rencontre. Moi je voulais, quand j'y suis allé la dernière fois, je voulais rencontrer et échanger avec le fils de Massoud. Donc il y avait 10 ans quand son père, le commandant Massoud, a été assassiné et il a fait des études en Europe, en Grande-Bretagne et aujourd'hui, justement, il veut s'engager pour son pays, y compris pour ses populations rurales. Belle histoire. Dites-moi, Paul Ariès, moi je pensais qu'aujourd'hui il fallait être écolo, vegan, que tout ça, ça allait bien ensemble, non ? Non, c'est même totalement antagoniste. D'ailleurs, les théoriciens du véganisme le disent. Pour eux, l'écologie, ce n'est pas la solution. Leurs catégories de pensée ne sont pas les mêmes. Du côté de l'écologie, on parle en termes d'espèces, de préservation de la biodiversité, de défense des droits de la nature. Du côté du véganisme et de l'antispécisme, on parle de droits des individus animaux. On nous dit que la biodiversité ne serait pas une richesse en soi. Et puis on a une certaine fascination pour les biotechnologies et notamment les biotechnologies alimentaires. C'est-à-dire que le véganisme aujourd'hui, c'est le cheval de Troie du faux lait, du faux fromage, de la fausse viande, c'est-à-dire de cette viande fabriquée à partir de cellules souches, cette viande cellulaire. Ce que vous dites, ne vous trompez pas d'adversaire. L'ennemi, ce n'est pas l'éleveur, le salarié des abattoirs, ce n'est pas le boucher, le restaurateur, l'omnivore, celui qui aime la viande comme vous, c'est le financier le problème. Mais bien sûr, parce que je dirais, les pseudo-arguments des végans sont totalement erronés. Ils nous disent que l'élevage serait responsable de tous les maux de la planète. L'élevage serait déjà responsable de la faim dans le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un humain sur 8 n'a pas assez pour manger. Mais ce n'est pas à cause d'un régime alimentaire, c'est à cause d'un système économique, c'est à cause de l'appropriation du vivant, c'est à cause du vol des terres, c'est à cause de la casse de l'agriculture vivrière. Les végans nous disent également que l'élevage serait responsable du réchauffement climatique. Mais tout dépend de quel élevage on parle. Si on parle effectivement de la production industrielle de protéines animales, c'est en partie vrai. Mais je dirais qu'une prairie avec ses vaches, ce n'est pas une source de carbone, mais un puits de carbone. On absorbe 1,5 tonnes de CO2
par hectare. Et les végans nous disent également que l'élevage se responsable de la crise sur l'accès à l'eau potable. Ils nous citent toujours les mêmes chiffres, c'est-à-dire qu'il faudrait 150 litres d'eau pour produire 1 kg de blé et 15 000 litres d'eau pour produire 1 kg de bœuf. Mais ils confondent 3 types d'eau. C'est-à-dire qu'ils confondent l'eau réellement utilisée par les animaux, ça représente 3% des 15 000 litres d'eau. Ils confondent ensuite l'eau utilisée pour l'assainissement, c'est-à-dire encore 3%, et les 94%, c'est l'eau de pluie qui reste dans les prairies. Et puis les végans ont tout faux également, lorsqu'ils nous disent que supprimer l'élevage, ça permettrait de réduire, voire de supprimer la souffrance animale. L'agriculture tue 25 fois plus d'animaux que l'élevage. Et je dirais, tout bon jardinier sait qu'il faut éliminer les limaces pour pouvoir manger des laitues ou éliminer les dorifores pour pouvoir manger des pommes de terre. Je dirais, le grand enjeu aujourd'hui, c'est de passer de cette fausse opposition entre les protéines animales et végétales à une autre opposition entre d'un côté la production industrielle de protéines végétales et animales et d'un autre côté ce qui serait l'agriculture paysanne, l'élevage fermier. Et je crois qu'il y a véritablement de grands espoirs à avoir de ce côté-là. Quel regard vous portez, Jean-Joseph ? Donc d'abord, je ne suis pas végane. J'essaye de faire attention un peu à la consommation de viande. Surtout là, je pense qu'il faut aller vers de la viande de qualité, c'est très clair. J'ai lu avec beaucoup d'attention Paul ce qu'il vient nous dire. Il l'a rédigé dans une tribune du Monde il y a quelques semaines, je pense. Donc j'avais lu ça avec beaucoup d'attention. Je pense qu'il faut aussi... Il y a cette vérité que il y a quand même beaucoup d'espaces qui sont des prairies, et que faire des prairies et de l'herbe s'il n'y a plus d'élevage. Donc il y a aussi beaucoup de questions à se poser, et je pense qu'il faut effectivement une agriculture qui fasse attention, une alimentation qui soit très équilibrée, peut-être avec un peu moins de viande qu'à certains moments, avec de la viande de qualité, et je crois que c'est ce pourquoi Paul Ariès prêche en tout cas. Est-ce que vous avez vu qu'à 2 jours, les éleveurs ont décrété ici qu'il fallait devenir flexitarien ? C'est-à-dire que la profession a dit qu'il faut consommer moins, voire mieux. Voilà, enfin, on a l'impression que c'est moins, mais surtout mieux. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Une posture ou pas ? Prise de conscience ? Obligation dos au mur ? Je ne sais pas moi-même, donc je ne sais pas qui a pris cette... Mais ça me semble aussi... aller dans le sens, disons, du souhait de la population, au moins en majorité. Et ça fait partie aussi, je crois, de cette prise de position. Il y a aussi un certain réalisme. Donc, je pense que la souffrance animale, les abattoirs commencent aussi à faire attention. Donc, d'un côté, il ne faut pas aller trop loin. De l'autre, il y a aussi des choses auxquelles il faut faire attention. Et c'est un peu ce que je crois, enfin, ce que je comprends de cette prise de position. Alors c'est curieux de voir ce terme flexitarien émerger, parce que finalement on est une alimentation équilibrée, et ce sont des légumes, ce sont des fruits, et puis c'est de la viande, c'est du fromage. Donc je crois que c'est surtout ça qui nous distingue. Alors on voit ce terme flexitarien arriver, mais mangeons de façon équilibrée, c'est surtout ça qui compte. Et puis je crois que ce qui est important, c'est de rappeler que du point de vue de l'écologie, je dirais quel que soit le courant, la sensibilité, l'idéal c'est une ferme polyvalente. C'est-à-dire une ferme qui est à la fois de l'agriculture et de l'élevage, qui produisent des légumes, des fruits, qui produisent du fromage, de la viande, mais aussi en plus une bonne terre. Parce que l'agriculture végane serait famineuse, elle est incapable de nourrir 8 milliards d'humains. La seule solution pour pouvoir remplacer le fumier animal, ça serait toujours plus de produits phytosanitaires, toujours plus d'engrais chimiques, c'est-à-dire ce qui tue aujourd'hui la terre. La principale hécatombe aujourd'hui concernant le monde animal, ce sont les vers de terre. Les vers de terre, ça représente 70% de la masse physique de tous les animaux. Et c'est vrai que le système d'agriculture industrielle que l'on a développé sape la capacité de reproduction du vivant. Donc il faut changer de façon de faire. Et je crois que là, il faut vraiment miser aussi sur l'intelligence collective de la paysannerie. Toute dernière question. On voit apparaître aujourd'hui des mouvements écologistes malthusiens. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour moi, le problème, c'est pas celui du trop d'humains. Je dirais qu'il y a toujours trop d'humains pour ceux qui ne les aiment pas. J'aurais tendance à ajouter qu'on peut très bien vivre effectivement à 10-12 milliards
de personnes ayant un mode de vie responsable. En revanche, on ne pourrait pas vivre à 1,5 milliard ou 2 milliards de personnes ayant le mode de vie nord-américain. Mais je crois que là aussi, on parle souvent de transition énergétique, écologique ou démographique. Si l'on veut effectivement, et il faut le faire, mieux maîtriser notre démographie, on sait ce qu'il faut faire. Il faut poursuivre le mouvement d'émancipation féminine, il faut renforcer l'éducation, notamment auprès des jeunes filles, et puis il faut remettre en cause l'inégalité sociale, parce que la misère économique a toujours été le lit de nombreuses grossesses. Donc une planète plus, je dirais, équilibrée sur le plan social, une planète plus égalitaire, une planète plus responsable écologiquement, c'est possible, y compris à 8, 9 ou 10 milliards. Paul Jouzel. Oui, je partage. Enfin, ce que vient de dire Paul Ariès, ça s'applique vraiment pour les émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement climatique. Il est clair que, bien sûr, les émissions ont tendance à augmenter avec la population de cette planète si on ne change pas de comportement. Tout le jeu consiste à changer de comportement. Et vraiment, ce n'est le premier critère d'une transition, c'est le changement de comportement. Ce n'est pas forcément la limitation de la population. Il est évident que j'espère aussi que la population ira vers une stabilisation, parce que je crois que c'est quand même nécessaire, mais ce n'est pas la clé à la transition réellement. La clé, c'est le changement de comportement. Mais le problème, c'est que l'homme n'aime pas changer ou a des réticences à changer. C'est bien ça le problème. Jean Jouzel, merci beaucoup. Paul Ariès, merci beaucoup. Patrice Moyon, merci surtout à vous. Et puis si vous voulez en savoir plus, justement, pourquoi les véganes ont tout faux, aux éditions Larousse, le livre de Paul Ariès. Merci à vous et merci à vous. Merci beaucoup.